Bonjour mes amis des chemins de l'intuition. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant, captivant. Est-ce que l'esprit a une influence sur la matière? Alors, je vous donne tout de suite la réponse. Oui, il a une influence sur la matière. Et comment agit-il? Eh bien, vous allez le découvrir dans ce livre, qui est pour moi un des meilleurs livres que j'ai lu sur le sujet. Bon, allez, je vais vous la faire courte. C'est le meilleur livre que j'ai lu sur le sujet. L'écriture est souple, fluide, on apprend tout un tas de choses et vraiment c'est formidable, captivant, passionnant. Donc il a été écrit par deux auteurs, Antoine Sénanque qui est neurologue et Jocelyn Morisson que nous retrouvons sur ce blog avec un immense plaisir, qui j'ai déjà interviewé plusieurs fois et qui a écrit de nombreux livres et qui a donc co-écrit ce livre que je vous remonte. On va en parler, il est oh là là, je l'ai lu deux fois, hein. Vous savez combien c'est difficile pour moi de lire deux fois un livre. Je l'ai dévoré la première fois, savouré la deuxième. Voilà. Eh bien, Jocelyn est l'un des auteurs, est en ligne. Je vous félicite et je vous remercie d'avoir accepté de parler de votre livre extraordinaire. Bonjour Sylviane, et ben merci pour cette belle introduction, ça fait toujours plaisir, bien sûr. Eh ben, écoutez, non, vraiment, c'est une petite merveille. Vraiment, c'est. Alors, je le remonte, hein, je vous le remonte, je vais vous le remonter plusieurs fois. Vous voyez qu'il a été annoté. Bon, vous pouvez pas tout voir, mais il y avait tellement de choses, on pourra malheureusement pas parler de tout, tellement il y a de choses passionnantes et captivantes. J'ai oublié de vous dire que je l'ai lu comme si c'était un roman. Vous savez, les chapitres, je disais, non, alors là, il est quand même tard. Il faut que j'aille dormir, mais le lendemain, hop, je me replongeais dans votre bouquin comme un roman, tellement c'était bien amené, etc., etc. Alors, la première question que je voulais vous poser, Jocelyn, c'est comment un neurologue, donc un médecin neurologue et un journaliste d'investigation scientifique se sont rencontrés. Moi, je sais parce que j'ai lu le remerciement que vous avez mis à la fin du livre pour la personne qui vous a réunis. Mais comment vous avez eu tous les deux l'idée d'écrire ce livre et comment deux personnes scientifiques, enfin, on peut en dire au départ peut-être un peu sceptiques, ont écrit un livre sur comment l'esprit agit sur la matière. Alors là, je voulais vraiment vous demander ça. Alors il y a un ensemble de raisons, hein. Effectivement, à la fin on remercie donc une amie commune qui est Estelle Garven, qu'on peut citer, qui nous a proposé le projet à tous les deux. On se connaissait déjà avec Antoine puisqu'on s'était vu sur une conférence qu'on avait faite ensemble et on avait sympathisé à cette occasion-là. Antoine, donc en tant que neurologue, lui, il avait déjà écrit sur le cerveau et les capacités d'auto-guérison du corps, etc. Il est dans une spécialité, la neurologie, dans laquelle malheureusement il y a peu de solutions thérapeutiques pour beaucoup de pathologies, hein, notamment les maladies neurodégénératives, etc. Parkinson, Alzheimer et tout ça. Et donc c'est une spécialité dans laquelle eh bien, on s'en remet souvent à d'autres voilà, capacités du corps à s'auto-guérir. On peut aussi se tourner vers des pratiques un peu alternatives comme la méditation. Chez certains, ça va jusqu'à la prière ou ce genre de choses. Donc, il est dans des spécialités dans lesquelles il y a peu de solutions thérapeutiques finalement pour beaucoup de pathologies. Et donc, il y a peut-être une espèce de frustration à la base chez lui aussi. Et en tout cas, ça l'a poussé, lui, à s'intéresser à d'autres approches que la médecine conventionnelle, disons. Moi, comme journaliste scientifique, je m'intéresse aux capacités de l'esprit depuis voilà maintenant une trentaine d'années, hein. Et donc la psychokinèse, l'action de l'esprit sur la matière inerte, ça en fait partie. Mais il y a aussi depuis quelques années pas mal de données sur la capacité de l'esprit à agir sur la matière vivante à travers des expériences scientifiques qui ont été faites avec des guérisseurs. Et j'en parle un peu dans le bouquin, des guérisseurs de Qigong ou de Reiki par exemple. Et donc, on s'est dit que c'était intéressant de faire ce lien entre l'action d'esprit sur la matière inerte, donc la capacité de certaines personnes à déplacer des objets par la pensée, par la volonté, à agir sur la matière à l'échelle microscopique aussi, on peut en parler parce que ça a Ah été oui, oui, montré oui, aussi dans oui. certaines expériences. Et puis donc,
pardon, de là, on passe à l'action sur la matière vivante. Donc, il y a eu des expériences faites sur des cellules vivantes, sur des tissus biologiques. Et de là, bien sûr, on peut élargir à l'organisme vivant tout entier et donc au corps humain. Du coup, on rentre dans le domaine des guérisons spontanées, des guérisons induites, des guérisons inexpliquées, des guérisons dans différents contextes, comme des expériences de mort imminente, dont je parle toujours un peu dans tous mes livres, parce que c'est un peu mon Oui, sujet de prédilection. En tout cas, c'est le point de départ de mon investigation. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait faire quelque chose d'assez cohérent, d'autant plus qu'il y avait aussi comme point de départ les expériences de René Péoc. Alors René Péoc, c'est un médecin donc, qui nous a fait une préface oui, auquel on consacre un petit chapitre intermédiaire entre nos deux parties, donc la psychokinèse et la guérison. On a fait une espèce d'intermède sur René Péoc parce que René Péoc a fait des expériences dans les années, alors je crois que c'est les années 80 ou quelque chose comme ça ou 70, qui ont donné lieu à sa thèse de doctorat en médecine et qui sont des expériences qui restent aujourd'hui fascinantes et pour lesquelles on n'a pas d'explication, hein. Et donc, c'est des expériences dans lesquelles il mettait en contact en fait des animaux, des poussins qui sortaient de l'œuf oui, c'est ça, oui, avec oui, un petit robot dont le comportement, dont le déplacement est censé être aléatoire, puisque gouverné par une machine qu'on appelle un générateur de nombres aléatoires. Et donc, on s'apercevait que les poussins semblaient capables d'influencer le déplacement aléatoire du robot, comme si, voilà, leur conscience attirait ce robot qu'ils prenaient pour leur mère, hein, parce qu'ils étaient mis dans des conditions où ils considéraient que le robot était leur maman. Donc ces expériences-là, elles restent étranges, inexpliquées, et on a bien sûr beaucoup critiqué le docteur Péoc suite à ces travaux-là, mais il a montré que c'était des travaux qui avaient été faits de manière sérieuse, très rigoureuse, et donc on s'est dit que ça faisait voilà la transition entre la psychokinèse et la guérison, le fait que il y avait cette démonstration qui avait été apportée de l'action de l'esprit sur en l'occurrence là le comportement de générateur de nombres aléatoires au niveau quantique. Et donc on s'est dit, ouais, ça faisait un sujet assez cohérent et qui permettait de parler de beaucoup de choses finalement, depuis les tables tournantes, les grands lévitants de l'histoire de la parapsychologie, de la métapsychique, jusqu'aux guérisons de Lourdes oui. et d'autres guérisons dans d'autres contextes que le contexte de Lourdes aussi. Alors, oui, parce que là, votre livre s'appelle Comment l'esprit agit sur la matière, psychokinèse et guérison inexpliquée. Alors, la première chose, je voudrais que vous bon, moi j'ai lu le livre, alors je sais votre idée, mais il y a beaucoup de confusion entre esprit, conscience et âme. Voilà, l'esprit, des fois c'est la conscience. Enfin, on lit des livres, c'est un peu. Voilà. Alors, vous dites à un moment donné, bon, là, l'esprit, c'est ce qui se termine avec notre corps, et donc la conscience perdure. Mais dans votre livre, alors, Péoc, justement, j'aimerais le lire parce que en exergue, hein, il écrit, oui, la pensée est capable d'action sur la matière, même si cela bouleverse l'entendement humain. Le problème majeur est le préjugé. Donc, c'est le fameux docteur Péoc dont nous venons de parler. Alors, l'esprit, qu'est-ce que vous entendez par esprit, là, dans votre livre? Alors ouais, ça dépend du contexte. Là, Oui. esprit, dans le titre, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle conscience en termes scientifiques, parce que c'est un terme un peu plus neutre. Donc on parle de conscience en psychologie, en philosophie, mais on parle donc d'esprit aussi, puisque quand on considère que l'esprit, c'est la vie psychique finalement. Mhm. Donc si on dégage la notion d'esprit du contexte religieux ou spirituel, on parle d'esprit en philosophie comme étant simplement l'activité de notre psyché. Donc tout ça, c'est des mots qui sont équivalents, mais on peut parler d'esprit aussi dans un contexte, pour le coup, religieux ou spirituel. Et là, on désigne autre chose, on désigne quelque chose qui est au-dessus et même qui est au-delà de l'âme, pour le coup. L'âme, c'est ce qui anime le corps et l'esprit, c'est le souffle originel, en fait, d'où provient l'âme et d'où provient le corps aussi. Donc là, dans le titre, esprit est simplement esprit au sens philosophique, au sens neutre, c'est l'activité de la psyché, quoi. C'est l'activité non pas du cerveau, puisqu'on est convaincu, nous, Antoine et moi en tout cas, que c'est pas simplement l'activité du cerveau, mais ça correspond à ce qu'on appelle aussi la conscience. La Et le mot conscience. conscience est utilisé parce que justement, il n'a pas cette connotation religieuse que
qu'a le mot esprit. Mais le mot esprit, il est utilisé en philosophie, y compris par des athées, hein, des philosophes athées comme André Comte-Sponville, par exemple, joue justement sur cette ambiguïté-là en parlant d'une spiritualité, puisqu'il parle de la spiritualité comme étant la vie de l'esprit, mais l'esprit étant Oui. simplement la psyché. Donc voilà, il y a beaucoup d'ambiguïté autour de ces termes-là. C'est pour ça qu'il vaut mieux, effectivement, vous avez raison, les définir avant de les employer un peu à tort et à travers, hein. Voilà, c'est ça, parce ça se mélange un peu. Il y en a beaucoup qui se mélangent les pédales avec ça, il faut dire. Oui, Donc c'est alors la force l'esprit de la avec un pensée. grand E, si on parle Oui. si on, l'esprit, on mettra un grand E si on parle de l'esprit dans un contexte plutôt religieux ou vraiment pour le coup spirituel au sens propre. Mm. Alors, donc, la force de notre pensée. Alors, vous commencez, alors ça va crescendo, hein, votre livre, hein. Ça va crescendo, vous nous expliquez. Donc, on commence avec les tables tournantes, enfin, les tables parlantes aussi. Et là, un des grands exemples, évidemment, c'est Victor Hugo qui faisait tourner les tables, hein, après la mort de sa fille. Donc, au départ, vous parlez aussi des sœurs Cox, hein, tous ceux qui s'intéressent un peu au spiritisme et tout ça, bon, Les, bah, vous en parlez les de sœurs façon très neutre, hein. Hein? Les sœurs Fox, oui, Fox. pas Cox. Fox. Je vois, c'est Cook. Après, je comptais. Ah oui, ah bah, bon. Mais j'ai pris des notes, hein, j'ai pris des notes, hein, franchement, hein. Bon, bref. Donc, vous parlez de ça. Et bien, alors, à ce moment-là, à la fin du 19e siècle, quand arrive l'ère d'Alain Kardec, des tables qui tournent et tout ça, c'est plutôt la notion, c'est les défunts qui viennent et qui font tourner les tables. C'est ça. Oui, c'est tout, en fait, c'est toute la réflexion autour de ces phénomènes-là, à travers l'histoire, elle consiste toujours à essayer de déspiritualiser justement les phénomènes. Alors, il y a toujours des interprétations qui vont privilégier une lecture, une grille de lecture plutôt religieuse ou spirituelle des choses en disant ce sont des esprits désincarnés, donc des esprits de défunts, ou bien ce sont ou bien ce sont des fantômes, ou bien ça vient d'encore au-dessus, ce sont les anges, les archanges, etc. Ou bien c'est carrément Dieu lui-même qui agit à travers nous, etc. Et puis d'autres, donc la volonté de certains intellectuels de l'époque, 19e, début 20e, etc., qui eux vont dire non, ce sont des facultés naturelles de l'esprit humain, pour le coup, de l'esprit au sens donc non Mm. religieux. Et en fait, on voit qu'il y a en permanence cette hésitation entre ces deux grilles de lecture. Soit ce sont des capacités qui sont naturelles, qui sont en nous, que tout le monde possède et qu'on peut développer, etc. Soit ce sont des choses qui viennent de l'extérieur de nous, qui sont permises par des entités donc spirituelles, des entités désincarnées, éventuellement l'intervention de défunts et ce genre de choses. Donc Kardec, évidemment, avec le spiritisme, lui, il a eu une énorme influence et c'est une grille de lecture qui s'est opposée à la grille de lecture métapsychique Mhm. qui est devenue donc la parapsychologie, hein, ce qu'on appelle la parapsychologie aujourd'hui, et qui visait justement à déspiritualiser tous ces phénomènes. Donc, table tournante, table parlante, phénomène de lévitation, etc. Il y a tout un tas de choses qui ont été observées, objectivées à l'époque. Et on voit qu'encore aujourd'hui, quand on s'intéresse par exemple au magnétisme, aux magnétiseurs, aux guérisseurs de nos campagnes et de nos villes aussi, eh bien, il y a toujours ces deux interprétations qui s'affrontent, ou en tout cas, voilà, qui se font face. Il y a des gens qui vont dire ça vient de Dieu. D'ailleurs, moi, je guéris parce que je fais des prières bien spéciales qui m'ont été transmises par ma grand-mère, etc. Et puis d'autres qui disent non, non, ce sont des capacités naturelles, c'est de l'électricité qu'on a dans les mains, c'est de l'électromagnétisme, ou bien c'est autre chose de plus subtil qu'on va appeler un biochamp ou quelque chose comme ça, et qui est de nature quantique. Alors on commence à mettre des guillemets parce que bien sûr, dès qu'on dit quantique, on est dans quelque chose qui va vite être un peu fumeux, enfin qui risque de devenir fumeux. Et donc, ce choix entre voilà, les deux grilles de lecture, il n'est pas réglé, quoi. Il y a toujours ces deux interprétations possibles de ces phénomènes-là. C'est ça qui reste passionnant finalement. Et ça peut être les deux, finalement. Ça pourrait être les deux. Et en plus, ça peut être les deux, exactement. Ouais, ouais. Hein. On n'est pas obligé de rester dans cette dualité, effectivement. On peut considérer que de toute façon, on est entouré d'influences diverses, qu'il y a des défunts qui sont éventuellement là autour de nous, qui peuvent agir à travers nous, des influences spirituelles, et puis des capacités subtiles du corps, effectivement, qui ne sont pas encore identifiées par par la science et par la médecine, en l'occurrence, bien sûr.
Oui, parce que ça peut être vraiment les deux, hein, pourquoi pas. Alors donc, il y a les tables tournantes, mais il y avait eu, vous dites, il y a quand même eu, alors je ne sais plus à quel siècle, mais Gasparin, hein, je crois que c'était un comte ou un vicomte, Gasparin, qui lui a voulu justement enlever ça de la... parce qu'on parlait de miracles, on parlait de choses, bon, les lévitations, tout ça, c'était des saints et tout ça. Bon, là, c'était très religieux, orienté, comme je dis. Puis lui, il a voulu vraiment mettre ça, hein, vous l'expliquez très très bien dans le livre, des faits concrets, etc., etc. Alors, vous parlez, moi je l'ai découvert, j'en avais entendu parler, mais je l'ai découvert avec vous, du fameux Joseph de Cupertino, qui est un saint maintenant, hein, qui lui, mais c'est ahurissant, il montait à 2,5 m, il montait jusqu'au plafond. Ouais, alors c'est justement, on donne deux cas de lévitants célèbres, dont un est religieux, l'autre est laïque. Oui, C'est ça c'est qui est rare, oui. intéressant, c'est il y a Douglas Home, Hume, on prononçait Hume, c'était un Écossais, ça s'écrit Home. Et puis Saint Joseph de Cupertino, effectivement, qui a été carrément canonisé ou je ne sais quoi. Donc c'est fou parce que il y a énormément de témoignages de l'époque, y compris de gens qui étaient justement des intellectuels des gens qui faisaient quasiment de la recherche scientifique, on pourrait dire, en tout cas de l'investigation, qui ont témoigné de capacités extraordinaires de ces gens-là, qui étaient capables effectivement de léviter, de sortir de la pièce par la fenêtre et de rentrer par une autre fenêtre. Enfin, c'était des choses. Aujourd'hui, on a du mal à s'imaginer que c'était possible et on se dit que ces témoins, ils ont été abusés par leur crédulité, mais on voit pas comment non plus, parce que justement, ces gens attestaient de leur Ah bonne oui, foi et du sérieux de leurs observations. Et puis, parmi ces gens-là, il y avait des scientifiques, des intellectuels, des philosophes, etc. Les romanciers, on sait que de toute façon, au début 20e, fin 19e, début 20e, il y a beaucoup les grands esprits de ces périodes-là étaient fascinés par ces phénomènes, hein, et y compris par le spiritisme aussi, hein. Donc on a parlé de Victor Hugo, mais il y avait aussi Henri Bergson, le Flammarion philosophe, aussi, voilà, Camille Flammarion, qui était, ouais, aussi, il y en a eu c'est beaucoup, ça, hein. des grands noms, Flammarion, des grands noms de l'époque étaient complètement passionnés par ces phénomènes et donc ont assisté à des séances avec toutes les conditions les plus rigoureuses possibles pour Oui. l'époque. Et donc, effectivement, aujourd'hui, c'est facile pour les sceptiques de dire qu'ils n'avaient pas les moyens d'observer les choses sans se faire abuser et que finalement, tout ça, c'est de l'ordre de l'illusion, quoi, qu'il ne se passait rien. Mais si on accorde un peu de crédit à la capacité de ces gens de l'époque de se prémunir justement de toute manipulation, eh bien, on se retrouve avec des témoignages extraordinaires de gens qui étaient capables de l'éviter, de faire déplacer des objets, de faire voilà, bouger des tables, et puis ensuite, en allant plus loin, effectivement, d'entamer des dialogues avec, avec les esprits à travers ces objets du quotidien. Donc, ouais, les témoignages de l'époque sont spectaculaires. On a beaucoup moins ça aujourd'hui. Et Oui, l'explication, entre guillemets, qu'en donne notamment Antoine, parce il a beaucoup réfléchi à ça, c'est que on a moins de phénomènes spectaculaires comme ça aujourd'hui dans notre environnement parce que collectivement, nous n'y croyons plus, en fait. Et donc, alors on va dire, c'est justement la preuve que c'était des phénomènes qui abusaient de notre crédulité. Mais non, c'est plus complexe que ça, c'est plus subtil que ça, quoi. Il faut qu'il y ait une espèce d'acceptation collective de ces réalités-là pour que ces réalités se manifestent dans notre entourage. Donc voilà, c'est une façon de comprendre pourquoi les miracles, finalement, sont moins présents aujourd'hui, quoi. Mais on peut aussi, bien sûr, dire que nos moyens d'investigation sont plus fins, sont plus performants et que par conséquent, il est plus difficile de mettre en évidence des phénomènes comme ça, y compris aussi des guérisons miraculeuses comme celle de Lourdes, par exemple, dont on va reparler, je pense. oui, oui, on va en reparler. Mais il y a une phrase que dit, attendez, je vais vous la retrouver, je ne sais pas si c'est le docteur Péoc qui dit doutez, mais ne niez pas. Et j'ai trouvé cette phrase vraiment très. Alors, je crois que c'est le docteur Péoc, hein, qui dit ça, Oui, mais il me justement semble, dans le. ouais, ouais, ouais. Hein, doutez, mais ne. Parce que je pense que les gens, les gens ont peur de parler de choses un peu extraordinaires. Et là, on va revenir, puisque vous êtes traducteur, j'ai oublié de dire aussi, vous êtes traducteur notamment d'Eben d'Alexander et du fameux docteur Raymond Moody. Et j'en viens, quand son premier livre est sorti en 1975, je l'ai dévoré parce que c'est
un boom. Vous étiez bébé, je ne sais, bon, je sais même pas si vous étiez né, mais Ah si, 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 c'était j'étais né, ouais, ah, ouais, vous étiez j'avais, né. j'avais déjà Bon, une dizaine d'années en fait. ah bon, quand même. Bon, mais ça a été, c'était incroyable. Je me rappelle, j'étais en Belgique quand il est sorti avec une amie qui s'intéressait à ça. Les gens qui parlaient ça, qui ont commencé, il s'est rendu compte. Hein, bon, vous êtes bien placé puisque vous le traduisez, mais c'était quand on parlait de certaines choses qui arrivaient. Mais les gens, on va arriver déjà à un autre sujet, puisque bon, c'était en 75 et 72-75. Uri Geller, c'était en 72-75 dans ces années-là. Mais Ouais. quand c'est sorti, hein, le livre, les gens mais, disaient, mais baliverne, mais c'est ridicule, ça, mais c'est inimaginable. Sauf que les gens, toutes ces personnes à qui il arrivait, aujourd'hui on dit des EMI, NDE, bon maintenant c'est vulgarisé, hein, on en parle couramment. À l'époque c'était... Et là on arrive, vous en parlez dans votre livre, donc là l'esprit qui agit sur la matière, moi, je l'ai vu à la télévision, Uri Geller. Mhm. Hein, et c'était alors donc cet Israélien qui courbait les casses, enfin les cuillères. Ouais. Je l'ai vu. Et si vous aviez entendu Jocelyn, ce que les gens ont pu lui dire, ce qu'ils ont pu lui casser de sucre sur le dos, mais c'était alors s'il y avait eu en plus les Facebook et Bazar et machin qu'il y a aujourd'hui, alors le pauvre, il se serait suicidé. Hein. Mais ça a été donc on arrive au deuxième sujet dont vous parlez, ces personnes qui arrivent à Moi, je l'ai vu. La cuillère, elle faisait ça. La cuillère, elle faisait ça comme ça. Je me suis dit, Même moi, je me suis dit, mais comment c'est possible? Alors, vous l'expliquez dans votre livre. Et vous expliquez notamment, il a été étudié, il y a eu des études scientifiques. Il n'y a pas Ouais. eu que lui, il y en a eu d'autres. Hein. C'est ça qui est important de dire, c'est qu'effectivement, ces gens-là, Uri Geller en particulier, mais ensuite les Français, Jean-Pierre Girard et puis Jean-Marie Le Gall aussi, qui est un ami. Donc, ce sont des gens, Uri Geller s'est fait connaître par la télévision, Oui, et Jean-Pierre Girard, il a un peu suivi le même chemin, mais ce sont des gens qui se sont fait connaître voilà, la télévision, mais qui ensuite se sont prêtés à des expériences scientifiques dans des conditions extrêmement rigoureuses, dans des laboratoires avec des chercheurs sérieux, etc. Parce que, bien sûr, on ne peut pas se fier simplement à des démonstrations qui sont faites oui. dans un cadre comme ça d'émissions de télé, et parce que non seulement ils tordaient les cuillères, bien sûr, mais ils remettaient en marche les montres des gens, les montres en panne des gens qui regardaient l'émission, donc chez eux, des gens Oui, témoignant en disant, ah, mon horloge remarche, ma montre remarche. Donc, bien sûr, tout ça, ça n'avait aucune valeur scientifique. C'était simplement extrêmement troublant. En oui. tout cas, Plus que troublant, même plus ouais, que plus que troublant. troublant, et surtout pour ceux qui se trouvaient à proximité, parce que après la télévision, on peut se dire que voilà, c'est truqué, mais ces gens-là faisaient des démonstrations qu'on pourrait dire des démonstrations de fin de repas, voilà, avec leurs amis, avec les gens qui étaient là, et puis ça n'avait pas de valeur, et il fallait quand même que il fallait produire le même type de phénomène dans des conditions rigoureuses, contrôlées, avec des experts qui étaient capables de voir s'il y avait des fraudes ou pas. Oui, des fraudes ou des Et de trucages, oui. fait, voilà, des gens comme Uri Geller ou Jean-Pierre Girard et Jean-Marie Le Gall aussi, dans une moindre mesure peut-être, se sont prêtés à des expériences scientifiques avec là aussi des gens de l'époque. Je pense à Jean-Pierre Girard, à l'époque, il y avait le président de l'Académie des sciences quand même qui assistait à ces démonstrations. Il y avait un grand journaliste scientifique, François de Closet, Oui, qu'on a bien connu aussi parce qu'il a présenté longtemps une émission de télévision sur la science et la santé. Donc il y avait des gens très très sérieux de l'époque qui ont euh, confirmé, qui ont attesté des capacités de quelqu'un comme Girard à effectivement tordre des barres de métal, qui étaient des barres en plus coulées dans des alliages impossibles à tordre à la main, à main nue. On avait fait faire des tests par des haltérophiles, des hommes extrêmement forts qui pouvaient pas du tout tordre la barre, alors que lui tordait la barre en l'effleurant à peine. Il était capable de tordre des barres qui étaient dans des tubes en verre oui, oui, scellés, oui, oui. donc, c'était pas simplement de la torsion de cuillère, quoi. C'était vraiment des Oui, oui, choses oui, oui, oui. Ah oui, extraordinaires. Et le problème, c'est que comme la science n'a jamais pu expliquer comment c'était possible,
eh bien, on lui demandait de le refaire à chaque fois dans un autre laboratoire. C'est-à-dire que le laboratoire d'à côté n'y croyait pas et disait, venez le faire chez moi, etc., etc. Ça ne convainquait pas les autres scientifiques qui n'y avaient pas assisté de leurs propres yeux. Donc, au bout d'un moment, ces gens-là se sont un peu épuisés à répéter leurs démonstrations dans différentes conditions et malheureusement, ça a pu les amener à parfois tricher un peu, on va dire, et ça a jeté le discrédit sur l'ensemble de de leur œuvre, pourrait-on dire. De ce qu'ils pouvaient faire, de leur Voilà. capacité, c'est ça, oui. Voilà, alors que ça avait été voilà, vraiment montré dans des conditions rigoureuses. Il y a des fois où, dans des conditions moins rigoureuses, ils pouvaient être amenés à vouloir tricher parce qu'ils avaient une réputation à défendre ou quelque chose comme ça. Donc, pour les sceptiques, ça a été très facile de dire que l'ensemble de ce qu'ils avaient produit était des manipulations, était des fraudes et relevait de la prestidigitation. Donc c'est dommage parce que on sait qu'il y a effectivement eu des vraies expériences avec des comptes rendus d'expériences qui ont été publiées dans des revues scientifiques, hein, et ces expériences aujourd'hui restent valides, les données qui ont été produites restent valides, et la science ne sait toujours pas expliquer, bien sûr, comment c'est possible, parce que on est dans une vision toujours dualiste des choses Voilà, oui. qui est héritée de Descartes, et dans cette vision-là, eh bien, la matière d'un côté et la conscience, la psyché de l'autre, ou l'esprit si on veut, eh bien ce sont deux substances différentes. Or, on n'a pas de modèle pour expliquer comment l'une agit sur l'autre. Et la seule façon, aujourd'hui, en tout cas les réflexions contemporaines, qui tentent de comprendre un peu ce phénomène-là, eh bien, consiste à dire que finalement, ce ne sont pas deux substances différentes, ce sont deux formes d'une même substance, ce sont deux formes différentes d'une même substance. C'est-à-dire qu'à la base de l'esprit et de la matière, il y a une même source. Il y a une source commune. Et ça, c'est René Péot qui me l'avait dit aussi à l'époque où je l'avais interviewé. Je crois que c'était pour les VSD hors série à l'époque. Il m'avait dit, pour que l'esprit puisse agir sur la matière, il faut que les deux soient en quelque sorte de même nature. Donc c'est vrai qu'il C'est-à-dire. y a il y a une logique derrière ça, mais en l'occurrence, ça reste un travail pour la science du futur. Ça n'a pas été élucidé plus que ça. C'est un travail pour les physiciens quantiques et pour les neuroscientifiques, parce que ça se joue voilà, à l'interface entre psyché et matière. Mais effectivement, la logique, et là c'est une réflexion qui amène sur le terrain plus philosophique, c'est de dire qu'il y a une seule et même source commune et qui se manifeste sous ces deux formes que sont matière et esprit, matière et conscience. Donc, ce Donc serait, c'est un là, problème nous entier qui adhérons, reste entier. ça serait une capacité finalement, donc qu'on aurait tous. Oui, absolument. Du coup, c'est une capacité naturelle. Et puis, voilà, ça permet aussi de désacraliser un peu les choses. Et tout le monde a cette capacité-là parce que, au même titre qu'on peut tous faire de la musique, eh bien, on est capable de déplacer les objets. Donc, il suffit d'y croire, il suffit d'en être convaincu. Mais bien sûr, tout le monde n'est pas Mozart. Il y a des Mozart Ah oui. de l'action de l'esprit sur la matière. Et ce sont ces gens-là dont on parle, Geller, Girard, etc. Bon, et il y a encore des gens qui le font aujourd'hui. C'est plus discret parce que, bien sûr, il y a une espèce de discrédit, il y a un stigma aussi sur ce genre de choses parce qu'on est quand même sous domination de ce modèle matérialiste dans lequel, justement, la conscience, l'esprit, finalement, ça n'existe pas vraiment. C'est juste un épiphénomène, c'est juste une Oui. production de la matière et ce qui existe, la seule chose qui existe fondamentalement, c'est la matière. Mais quand on creuse un peu, on voit il y a aujourd'hui des philosophes qui nous disent, mais la matière, c'est bien gentil, mais la matière, c'est quelque chose qui apparaît dans la conscience. Donc, il faut quand même qu'il y ait de la conscience pour qu'il y ait de la matière. Et donc, certains vont jusqu'à nous dire, eh ben, tout est conscience finalement, et même la matière est une forme que prend la conscience. Donc, on est dans des spéculations vraiment philosophiques qui sont à la frontière de plusieurs disciplines aussi, la physique, les neurosciences, etc. Et donc, c'est des sujets qui sont extrêmement complexes. On ne peut pas évacuer tout ça d'un revers de main en disant Voilà, ça comme n'existe ça, pas. oui. Voilà, Oui, parce oui. que le fait est que ça existe, ça a été montré, ça a été démontré, et les données, elles existent vraiment en grande quantité. Aujourd'hui, c'est pas le problème d'avoir de nouvelles données, le problème, c'est d'avoir des modèles et des théories qui puissent rendre compte de données qui existent déjà depuis longtemps. Ben, là, vous dites à un moment donné dans le livre, c'est que bon, il y a les faits sont là, et on est d'accord sur le fait que les faits sont là. Là où ça diverge, c'est l'interprétation.
Exactement, ouais, ouais, il y a des multiples façons d'interpréter ça, comme il y a aujourd'hui de multiples voies d'interprétation des observations qui sont faites en physique quantique. On sait que la physique quantique, c'est un domaine voilà, un peu sulfureux, mais d'un point de vue strictement scientifique, la physique quantique n'a jamais été prise en défaut. Donc, c'est la théorie scientifique la mieux vérifiée de l'histoire des sciences, de toute l'histoire des sciences. Et, pardon, et du coup, ce qui par contre pose problème, ce sont les interprétations en termes, enfin, sur le terrain philosophique de la Oui. physique quantique. Et là, on a une foultitude d'interprétations, et donc on voit que tout un tas de gens très sérieux et très intelligents, eh ben, se débattent pour essayer de comprendre ce qui se passe vraiment avec ces phénomènes quantiques. Et bon, moi, je suis plus séduit, bien sûr, par les gens qui vont en direction d'une interprétation qui privilégie le rôle de la conscience, le rôle de l'observateur et le fait que finalement, peut-être que le substrat même de la réalité, c'est une espèce de supraconscience primordiale, etc. Et ça nous ramène aux traditions d'Orient, d'Inde, d'Asie, le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïsme et toutes ces choses-là, dont on a aussi, nous, des voies en Occident, hein, bien sûr, dans la Grèce antique, l'Égypte antique, l'hermétisme et voilà, toutes ces voies-là ont perduré à travers l'ésotérisme. Et voilà, entre le matérialisme de la science et puis le dogmatisme des églises, eh bien, il reste ces voies-là, ces voies ésotériques, ces voies alchimiques, ces pratiques-là, qui sont aussi le pendant de ce que nous disent les traditions, justement, asiatiques, finalement, Asiatique, sur oui, c'est sur ça. la nature profonde de la réalité. Par rapport à la conscience, je mettrai le lien dans l'article d'une conférence que vous avez faite il y a quelque temps. Oh, je ne sais plus quand, c'était quelque chose sur l'âme par rapport à l'âme, je ne sais plus, qui m'a vraiment fascinée aussi, hein. Mhm. Vous parlez de la conscience, etc., etc. Et comme je sais que beaucoup de gens s'intéressent et se demandent, parce que c'est un sujet qui prête à différentes interprétations, encore là, eh bien, je le mettrai parce que je l'ai trouvé fascinante, vraiment intéressante, votre conférence. Je reviens au livre donc, que je vous remets, hein, comment l'esprit agit sur la matière. Il y a un truc que j'ai oublié de vous demander qui est quand même primordial par rapport au titre. Qu'est-ce que c'est que la psychokinèse? Pour Oui, bah, expliquer. psychokinèse, étymologiquement, c'est mouvement. Mouvement, donc kinèse, ça vient, donc kinésithérapeute, tout ça, ça Hum, désigne le mouvement. hum. Et psycho, donc c'est la psyché, la pensée. Donc c'est l'action de la pensée sur la matière, c'est le mot qu'on utilise. On parlait avant de télékinésie aussi. Oui, Aujourd'hui, le mot le plus en usage, euh, disons, c'est psychokinèse. c'est Ça psychokinèse. désigne action de la pensée sur la matière, tout simplement, Voilà, l'action directement. sur la matière. Alors, Ouais. il y a un des chapitres, moi, qui m'a fasciné. Alors, c'est pas que les autres m'ont pas fasciné, mais il est un peu plus au-dessus, un tout petit peu plus au-dessus. Alors, je vais vous dire, c'est la micro-psychokinèse et puis les GNA, c'est donc les générateurs de nombres aléatoires. Alors, je voudrais que vous nous parliez de ça, parce que ça, moi, ça m'a époustouflé, parce qu'après, il y a la conscience. Vous parlez de conscience globale, et ça, Mhm. j'aimerais qu'on y revienne, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que vous abordez, alors qui est scientifiquement, entre guillemets, prouvé. Enfin, il y a beaucoup d'expériences qui ont été Mhm. faites. Là aussi, l'interprétation va changer, mais parlez-nous donc de cela. J'ai trouvé ça absolument. Alors, c'est la psychokinèse. Là c'est aléatoire, c'est des machines, hein, c'est ça Mhm. qui font des nombres aléatoires. Alors, comment, à quoi ça sert? Voilà, à quoi ça Alors, sert? ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur René Péoc et ses expériences avec les Oui. poussins. Et donc, ce fameux robot, il avait son comportement, son déplacement qui était piloté par ces fameuses donc, machines. Ce sont des petites machines à produire du hasard, en fait. Donc, on parle de générateurs de nombres aléatoires. Alors, il y a eu plusieurs dispositifs qui ont évolué voilà, avec la technologie. Aujourd'hui, ça repose sur des processus quantiques, justement. Les générateurs de nombres aléatoires modernes reposent sur des processus quantiques qui sont vraiment aléatoires. Parce qu'on a du pseudo-aléatoire, du vrai aléatoire. En tout cas, on sait que les processus quantiques, la désintégration d'un noyau, par exemple, d'un atome radioactif, eh bien, c'est imprévisible. Il y a une certaine probabilité pour que ça se produise dans un certain intervalle de temps, mais c'est impossible de
précisément quand est-ce que ça va se précisément. produire. Donc, ce sont des phénomènes qui sont gouvernés par le hasard. Il y a un vrai hasard en physique qu'on appelle donc le hasard quantique. Et donc, sur la base de ces processus-là, qui sont donc par conséquent, par définition, non prévisibles, on a fait des machines qui sont donc des générateurs de nombres aléatoires qui sont censés produire du hasard. Et donc, par exemple, ça peut produire des zéros et des 1. Et sur une certaine période, sur une période de temps donnée, on va avoir autant de zéros que de 1. Et donc, on va avoir une ligne qui va être à 50%. Voilà, 50% de 0, 50% de 1. Et on voit que l'action de la conscience sur ces machines-là peut dévier cette ligne. L'action de la conscience consiste à dévier la ligne du hasard dans un sens ou dans l'autre. Et on s'est aperçu que dans des conditions, voilà, encore une fois, contrôlées, de laboratoire aux États-Unis, dans les années 70-80, on a commencé à faire des expériences avec ces machines-là, parce que ça remplaçait les anciennes expériences où on utilisait des lancers de dés. On lançait un dé Oui, oui, et on essayait d'influencer le hasard du lancer de dés, mais il y avait plein de facteurs, bien sûr, comme la résistance de l'air, etc., qui intervenaient. Et là, pour avoir euh, un- voilà, des expériences beaucoup plus fiables et plus faciles à effectuer. On a utilisé ces machines-là pour remplacer les lancers de dés. Donc ces machines-là sont en fait l'équivalent de milliards de lancers de dés par seconde, ou en tout cas plusieurs millions. Et donc on s'est aperçu qu'on était capable dans certaines conditions, donc soit une personne seule, soit un groupe de personnes, c'était encore plus fort, un groupe de personnes était capable d'influencer ces machines et de dévier la ligne du hasard. Et on s'est aperçu que dans des circonstances particulières comme des réunions de groupes, des groupes, des assemblées religieuses ou des personnes qui assistaient ensemble à des célébrations, à des grands événements sportifs, à ce genre de choses. On a mis ces machines-là dans ces différents contextes et on s'est aperçu que comme il y avait comme un effet de conscience de groupe qui oui. était capable, là aussi, de dévier cette fameuse ligne du hasard, jusqu'à ce que finalement, certains chercheurs se disent, eh bien, essayons de voir ce qui se passe lors de grands événements qui ont un impact, un effet à l'échelle carrément planétaire, quoi. Et donc, le premier événement qui a été ciblé, c'était les funérailles de Lady Diana, je crois, à l'époque. Et donc, il y avait plusieurs machines de cet ordre-là, des générateurs de nombres aléatoires qui étaient répartis sur la planète, et on s'est aperçu qu'il y avait une très forte déviation au moment les plus émouvants, les plus émotionnels de ces funérailles. Et donc, on s'est dit, il y a une influence de la psyché, de la conscience collective. Alors, c'était aussi une manière de valider le concept d'inconscient collectif Oui, de notre cher Carl Gustav Jung. oui. Et donc, les chercheurs se sont dit, mais voilà, c'est une influence qui se fait de manière inconsciente, justement, puisque ces gens-là ne cherchent pas à agir, pour le coup, là, sur ces fameuses machines. Ils ne savent même pas qu'il y a cette machine. Et les données cumulées de ces expériences-là sont stupéfiantes. Et on s'aperçoit que les plus fortes déviations ont été observées lors d'événements qui ont le plus fort impact émotionnel au niveau planétaire, Voilà, comme c'est. le 11 Ouais, septembre, bien sûr. ouais, Le 11 septembre, d'ailleurs, c'est en ce moment qu'on commémore bah oui. malheureusement ces Oui, ah oui, événements-là. non, ça sera demain. Et donc, euh, et donc voilà, il a Ils été avaient mis. prévu les fameuses, ces fameuses machines. Ils se sont rendus compte qu'il y avait pratiquement un pressentiment. C'est ça qui est incroyable. C'est le Un plus troublant. pressentiment, Ouais, donc. le plus troublant, c'est que les ligues commencent effectivement à varier juste avant le début des événements proprement dit. Et donc, on a une fenêtre temporelle où on voit une déviation importante de la ligne, mais la déviation commence juste avant l'événement, comme s'il y avait effectivement une anticipation Oui, de la conscience collective du phénomène. Donc, on est dans l'irrationnel complet pour plein de scientifiques, hein, pour plein de gens strictement matérialistes, ça n'a strictement aucun sens. Ces données n'ont pas de valeur, ça a été très critiqué, on a critiqué les méthodes de calcul, donc les chercheurs ont affiné les méthodes de calcul, et beaucoup de gens, y compris des gens sceptiques à la base, ont dû reconnaître que les données existaient et que les données étaient fiables. Maintenant, la question est toujours la même que tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on interprète ces données, quel est le modèle scientifique, quelle est la théorie scientifique qui peut rendre compte de ces données. Pour l'instant, on n'a pas ça. On n'a pas alors ces là, on explications-là. arrive donc au pouvoir de la prière et de la méditation, de la prière. Moi, personnellement, j'ai un cas.
une amie à moi qui était, bon, c'est récent, au moment du Covid, son mari m'a envoyé un SMS en me disant de me joindre à ce groupe parce que le médecin l'avait appelé en lui disant que sa femme ne passerait pas la nuit. Euh, donc lui, les barreurs de feu, on va parler après des barreurs de feu, mais bon, bref, on s'est tous joints, elle a été sauvée. Elle a été sauvée. Donc là, c'est vraiment le pouvoir. Alors vous dites aussi dans le livre, il y a une chose qui est un... alors on va parler aussi de l'effet placebo, mais tout ça se rejoint plus ou moins. C'est, il y avait une intention, l'intention que ça arrive, et puis on s'attendait à ce que ça arrive aussi. C'est ça. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas d'intention, dire on va prier pour que ça arrive, mais l'effort qu'on a tous fait, l'intention positive, de guérison vis-à-vis de notre ami a fait que, effectivement, ben, ça a influencé la matière puisqu'elle était donnée mourante par le corps médical. Alors la question, est-ce qu'elle savait que vous faisiez des prières collectives pour elle ou pas? Non, elle était quasiment dans le coma. Voilà, donc ça c'est important parce qu'il y a eu des expériences contradictoires. Là, ce que vous me dites là, ça fait partie des données d'observation empirique, hein, dont vous êtes témoin ou parce que vous l'avez vécu et plein de personnes l'ont vécu. Mais pour que ça ait une validité scientifique, bien sûr, il faut le faire Ah oui, dans des conditions contrôlées et ça a été fait. Ça a été fait. Il y a eu plein d'expériences qui ont été faites sur la prière, ce qu'on appelle la prière d'intercession, donc demander la guérison pour quelqu'un et des prières collectives ou individuelles, en différentes traditions. Et on a fait des expériences dans différents contextes, en fait, dans toutes sortes de contextes. Et il y a eu des résultats, disons, contradictoires. Il y a eu des résultats un peu variés, des résultats positifs et d'autres plutôt négatifs. Donc, c'est pas complètement tranché, quoi. oui, c'est ça, oui. L'efficacité de la prière n'est pas complètement tranchée. Mais dans certaines expériences, oui, un effet a été mis en évidence. Et on s'est aperçu que si les gens pour qui on priait, en fait, savaient qu'on priait pour elle, eh bien, il y avait plutôt un effet négatif, parce que la personne, finalement, se disait, si on prie pour moi, c'est que je suis à l'article de Mal la parti, mort. quoi. Et quelque part, il y avait une aggravation de l'état. Si la personne ne savait pas qu'on priait pour elle, son état pouvait s'améliorer. Donc, on est face à des phénomènes extrêmement subtils, encore une fois, hein. Mais oui, effectivement, il y a des cas où on a pu montrer que des prières collectives permettaient d'améliorer la guérison d'une personne, le temps comment on appelle ça? De cicatrisation, ce qui est toute la période post-opératoire, etc. Donc on a évalué ça de manière très précise. Et donc certaines données confirment qu'il y aurait un effet, effectivement, surtout un effet de groupe, en fait, sur la guérison des personnes. Pas, Mais, bien sûr, pas pour toutes les pathologies non plus, évidemment, faut pas non plus Mais généraliser tout ça. alors, bon, alors, on voit que c'est un médecin aussi qui a fait ce livre. On va arriver aux maladies. Alors, comment on peut influencer? Alors, il y a les faits. Alors, le docteur Sélang, c'est lui qui parle. Il dit, moi, Antoine, j'ai commencé, j'ai trouvé enfin, l'effet placebo par la nocebo. On parle toujours d'effet Mm, placebo, mais il y a le contraire aussi. mm. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'est le contraire, la nocebo, parce on parle toujours de positif, mais jamais de ça. Bah, l'effet placebo, ça vient du latin qui signifie je plairais, Oui, me je semble-t-il. plairais. Je plairais, placebo. Et donc, on a montré que oui, la croyance en un traitement, en l'efficacité d'un traitement, euh, pouvait avoir des effets thérapeutiques objectifs. Et l'effet nocebo, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que la non-croyance en l'efficacité d'un traitement peut avoir l'effet inverse et aggraver la situation d'un malade. Donc, c'est vraiment le pendant de l'effet placebo, hein, l'effet nocebo. Donc lui, Antoine, en tant que médecin neurologue, effectivement, il a constaté que si des gens étaient convaincus qu'il n'y avait pas de moyen de les sortir de leur situation, et bien leur état s'aggravait. Et on le sait aujourd'hui que l'état psychique, l'état mental d'une personne malade, dans des pathologies, notamment comme les cancers, etc., ça joue énormément sur le pronostic, hein. On voit bien il y a des gens qui sont capables d'améliorer leur situation parce qu'ils vont rester positifs, parce qu'ils vont continuer à avoir une vie sociale, faire du sport ou ce genre de choses, hein. Maintenant, comment ça agit, c'est pareil, c'est pas complètement clair, hein, parce qu'il y a des gens, j'imagine, qui gardent un bon état d'esprit et qui, malgré tout, finalement, sont de plus en plus malades. C'est pas non plus une science exacte pour le Non, coup, non plus. Ben non, bien sûr, bien sûr. c'est extrêmement complexe, ouais. Alors, Mais ce qui est intéressant,
pardonnez-moi Sylviane, ce qui Oui, m'a passionné dans ce qu'écrivait Antoine justement là-dessus, et lui en tant que médecin, c'est qu'il disait que l'effet placebo, il requérait, en fait, il demandait la croyance du patient, mais aussi la croyance du médecin. Il fallait qu'il y ait cette rencontre oui, oui, entre, entre oui. la Oui, oui, conviction du patient et du médecin dans le fait que ça pouvait agir. Et pour le coup, du coup, on peut voilà, prescrire des pilules de sucre à des oui, gens dont l'état va s'améliorer alors que par exemple, il y a des pathologies, y compris dans le Parkinson, hein, on sait que les neurones ne produisent plus de dopamine, et ben on donne un médicament à quelqu'un dans lequel il n'y a aucun principe actif, et on s'aperçoit que les neurones produisent plus de dopamine et que les symptômes du Parkinson régressent. Donc, on voit que en fait, l'effet placebo, ça consiste à activer des capacités d'auto-guérison oui. du corps, et là, on s'aperçoit qu'on a des capacités d'auto-guérison qui sont colossales. On le voit bien avec certaines guérisons dites miraculeuses aujourd'hui, hein, encore, hein. Alors, je voudrais qu'on parle avant des barreurs de feu, hein, parce Mhm. qu'aujourd'hui, c'est vrai, bon, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Donc, le mari de cet ami qui a été sauvé hein, par notre prière, enfin notre intention Mhm. de prière, il y avait des gens qui n'étaient pas religieux. Hein. Je signale qu'il y avait des gens qui n'étaient pas religieux, mais qui avaient l'intention pour elle. Bon, bref, lui, les barreurs de feu. Bon, alors on l'appelle. Maintenant, ça devient un peu. Oh, je dirais pas normal, mais il y a beaucoup de médecins, vous en parlez longuement aussi dans votre livre. Les hôpitaux font appel à des barreurs de feu. Alors, barreurs de feu, quand évidemment il y a les grands brûlés, mais aussi pour la chimio. La radiothérapie. Oui, la radiothérapie, hein, c'est ça. Radiothérapie, Oui, pas pas chimio. la chimio, la Ouais. radiothérapie, vous avez raison. Oui. Et alors, les barreurs de feu, c'est incroyable quand même encore. Oui, oui, bah c'est la preuve, entre guillemets, que le phénomène est bien réel, parce que si c'était de l'illusion, tout ça, ça aurait disparu. Oui, Ça n'existerait plus. Je veux dire, aujourd'hui, non seulement les barreurs de feu, les magnétiseurs continuent d'être actifs, même s'ils sont discrets dans leur cabinet à la campagne ou en ville, mais en plus, ils sont sur des listes qui sont utilisées par des services, effectivement, hospitaliers, services de grands brûlés ou services et de traitement du cancer par rayon, par rayonnement, pareil, oui. puisque on sait que les rayons, la radiothérapie provoque des brûlures aussi, donc on est sur le même phénomène que la brûlure occasionnée par le feu. Donc le fait que les services hospitaliers, y compris en France aujourd'hui, aient des listes de barreurs de feu et envoient des patients chez ces gens-là, ça montre qu'il y a une validation empirique par beaucoup de médecins, y compris des chefs de service, de la réalité du phénomène. Et même s'ils ne savent pas comment ça fonctionne, et même si beaucoup d'entre eux pensent que c'est un simple effet placebo. Hein. Bon, il y en a de plus en plus en tout cas qui savent que ça va au-delà du placebo, notamment parce que ça agit sur des bébés. Il y a des gens dont la douleur cesse alors qu'ils ne savent pas non plus qu'un magnétiseur est en train ou un barreur de feu est en train d'agir sur eux. Donc l'effet placebo, on peut pas l'invoquer dans plusieurs situations et ça agit aussi sur les animaux. Moi, je viens de lire le livre d'un médecin, pardon, lapsus, d'un guérisseur qui était également policier, hein, Un et je le flic, cite parce oui, il s'appelle Robert Martin, flic guérisseur Robert oui, Martin, oui. excellent, excellent livre et parcours incroyable. Il explique qu'il a fait disparaître une verrue, une grosse verrue sous l'œil d'un cheval. Donc le cheval, on peut pas dire qu'il est sensible à l'effet placebo, même si il apprécie certainement qu'on s'approche de lui et qu'on fasse peut-être des passes magnétiques autour de son œil. Il ne sait pas qu'on est en train de le guérir, ou en tout cas, bon voilà, on peut pas invoquer l'effet placebo à tout bout de champ, ça c'est sûr. Donc oui, c'est assez rassurant de voir que il y a une reconnaissance par une partie de la communauté scientifique de la réalité de ce phénomène-là, mais comme je le dis aussi dans le bouquin, il y a beaucoup finalement aujourd'hui de chercheurs en sciences humaines qui travaillent là-dessus et on a des sociologues, des psychologues et même des philosophes qui ont travaillé sur ces phénomènes-là et qui essaient de comprendre, voilà, bon, bien sûr, le phénomène en termes plus sociaux, psycho, Oui. etc. Mais c'est une reconnaissance de fait que ce phénomène existe et que ces personnes-là sont pas des charlatans. Il peut y avoir des charlatans peut-être dans le lot, mais enfin, à mon avis, vous faites pas carrière Oui, de oui. guérisseur ou de magnétiseur ou de rebouteux ou de barreur de feu si vous êtes un charlatan. C'est strictement impossible, hein. Alors cela, c'est ce que je disais au début aussi, c'est intéressant parce que certains interprètent ça comme quelque chose qui vient de l'au-delà.
Ce sont des prières Oui, qui c'est sont ça, oui. transmises, un secret, etc. Et d'autres considèrent que c'est une simple faculté naturelle qu'il s'agit de laisser agir sans trop se poser de questions. Et d'ailleurs, Robert Martin fait partie de ceux qui se posent pas trop de questions, quoi, Oui, qui c'est ce qu'il dit, considèrent oui, que c'est ça. ouais, ça marche. Bon, voilà. Donc, ça serait. Alors là, on voit que les rebouteux, les gens, aujourd'hui, on ne parle pas, on parle beaucoup d'énergie, hein. On dit on soigne par les énergies. Il y a beaucoup, même d'anciens médecins, etc., qui soignent par les énergies. Bon, c'est un peu des rebouteux, hein, quelque part. On pourrait dire Mhm, les rebouteux de nos campagnes qui existent toujours, mhm, d'ailleurs. Et là, on fait le lien, vous en parlez donc d'une personne qui fait le lien avec le chamanisme. Finalement, il y a quelque chose qui, voilà, on parle à notre bobo. Alors, on parle à la verrue, on parle, enfin bref. Moi je l'ai fait, hein. J'avais une excroissance au genou, une excroissance au genou. Je ne connaissais pas votre livre, hein. Je ne savais pas, c'était il y a une vingtaine d'années, et ben elle a disparu, l'excroissance. mhm. Ça, je peux prouver que c'est vrai, puisque je devais être opérée et elle est disparue. Bon, bref. Donc, les rebooteux et tout ça. Alors, est-ce que c'est un fluide comme le fameux fluide de Mesmer vous, bon, vous l'expliquez, mais ça serait quoi finalement cet effet de l'esprit sur la matière? Qu'est-ce qu'on aurait? Alors, pas, c'est pas un don qui nous vient de l'univers de Dieu ou de notre ange gardien. Ça serait quoi? Ça serait un fluide? Ouais, les réflexions les plus récentes, les plus contemporaines là-dessus, parlent d'un champ, Oui, donc un biochamp, euh, donc qui fait l'interface entre là aussi la pensée et puis les tissus biologiques, le corps. Et c'est quelque chose qui fait partie de ce qu'on appelle effectivement des énergies subtiles, des choses qui relèvent pas de ce que la science, de ce que la physique valide aujourd'hui. Donc c'est pas des ondes électromagnétiques, par exemple. Donc ça fait pas partie. Alors certains disent que si, c'est de l'électricité, c'est du magnétisme, mais dans ce cas-là, on peut pas expliquer comment ça peut agir à distance, à grande distance notamment. Hein, il y a des barreurs de feu oui. qui font la manip au téléphone quand même, hein, y compris quand les gens sont très loin. Donc là, ça peut pas être magnétique ou électromagnétique ou électrique. Donc ce sont des ondes ou quelque chose qui est plus subtil, plus fin et que la science n'a pas aujourd'hui complètement identifié. Et donc on peut se tourner vers des travaux russes notamment parce que les Russes ont beaucoup bossé là-dessus et ils ont créé tout un tas de machines. Enfin, en tout cas aujourd'hui, il existe tout un tas de machines qui reposent sur ces énergies subtiles-là. Et donc on nous parle de champs de torsion, on nous parle d'ondes scalaires. Donc on rentre un petit peu dans ces éléments-là dans le livre parce que c'est intéressant, c'est nouveau aussi. En Oui. tout cas, c'est nouveau qu'on en parle ici chez nous, mais ça existe depuis très longtemps en Russie, En Russie, oui, en bien sûr. l'occurrence, hein. Et pour eux, oui, oui, ça fait partie de leur médecine en fait, hein. Ils ont développé ça notamment dans le cadre de la conquête spatiale à l'époque parce qu'ils avaient beaucoup moins de moyens que les Américains et pour pouvoir soigner, ou en tout cas pour que leurs cosmonautes puissent se soigner tout seuls, eh bien, ils avaient développé ces, euh, ces pratiques alternatives qui s'inspiraient aussi de la médecine traditionnelle chinoise et de la médecine traditionnelle indienne, l'Ayurveda. Donc ils ont un petit peu intégré tout ça et ils ont fait beaucoup d'expériences, sauf que les Russes, eux, ils se foutaient pas mal de participer au débat intellectuel avec les Américains, parce qu'il y avait bien sûr cette rivalité historique, quoi, et notamment pendant la guerre froide, et du coup, ils n'ont pas publié dans des grandes revues scientifiques en langue anglaise, très peu, donc, alors qu'il y avait quantité de travaux qui ont été produits en Russie à cette période-là, et donc il y a des choses qui ont émergé peu à peu à la fin de la guerre froide, on s'est rendu compte qu'ils avaient produit beaucoup de travaux là-dessus, mais bien sûr, pour nous, occidentaux, ça n'a pas de sens, mais le qi, si on se tourne vers la médecine chinoise, par exemple, le qi, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas ce que c'est. Et pourtant, aujourd'hui aussi, en France, en Occident, on dit, oui, d'accord, l'acupuncture, ouais, ok, ça marche pour tel et tel truc. Et telle autre pratique de Oui. médecine chinoise fonctionne aussi également, voilà. Et bien, et les arts martiaux, le qi, la notion de qi, c'est complètement omniprésent dans tous les arts martiaux, quasiment. Mais la science en Occident est incapable de dire ce que c'est que ce chi. Donc ça rejoint cette notion d'énergie subtile qui va chercher dans le vide quantique, ou etc. Donc il faut
produire un modèle qui soit cohérent avec toutes ces notions-là et éviter de faire d'avoir simplement un langage pseudo-scientifique autour de ça. Mais clairement, la notion de chi, elle est très opérante puisque pour les Chinois, euh, non seulement le chi relève de l'intention, mais c'est aussi quelque chose qui est lié à l'émotion. C'est une énergie qui circule dans le corps, qui vient de l'extérieur, qui est omniprésente dans le corps, qui traverse, qui circule à travers tout un réseau tout un réseau qui, pareil, ne correspond à rien en médecine occidentale, hein. Oui. Les méridiens et puis les nadis dans la médecine ayurvédique, c'est pareil. Donc, il y a plus ou moins un recouvrement entre ces pratiques indiennes et chinoises, d'ailleurs. C'est pas tout à fait la même chose non plus, mais enfin, il y a quand même pas mal de points communs, les chakras, toutes ces choses-là. Donc, c'est des choses qui, pour la science ou la médecine occidentale, n'ont pas d'existence. Mais ils sont bien obligés de reconnaître que, effectivement, par Ça marche exemple, quand même. l'acupuncture, ça fonctionne et donc il y a une reconnaissance implicite de la réalité du chi. C'est tout. Bah Donc oui. il faut creuser dans cette direction-là pour essayer d'intégrer en fait ces visions-là à notre médecine à nous, parce que j'insiste là-dessus, dans le livre, on ne dénigre pas du tout la médecine conventionnelle occidentale. On pense que la médecine a fait beaucoup de progrès extraordinaires et qu'on est capable de traiter des pathologies qu'on ne pouvait pas traiter avant, donc on ne rejette pas du tout la médecine, le cadre, le paradigme de la médecine occidentale. On souhaite juste que, et notamment Antoine en tant que médecin, que cette médecine s'ouvre S'ouvre, à voilà, ces autres c'est ça, oui. dimensions invisibles et à la dimension notamment spirituelle de l'être humain et à ces énergies subtiles donc, dont je parlais à l'instant. La médecine, elle n'a pas fini d'évoluer non plus et elle a tout à fait intérêt à intégrer ces autres visions du monde qu'on retrouve aussi, comme vous le disiez, dans les chamanismes, en fait, hein, chez tous les peuples racines, finalement. Les peuples premiers. Les peuples premiers, parce que je voulais dire aussi que vous êtes Ouais. rédacteur en chef d'une revue que j'aime beaucoup, Revue Native, qui parle des peuples, qui est consacrée aux peuples premiers. Alors je voulais le placer à la fin, mais je le place maintenant. Donc on en parlera dans une autre interview, si vous êtes d'accord, hein, pour parler Avec de... plaisir, Parce que ça, c'est aussi fascinant, les peuples premiers, bien voilà. sûr. Non, mais là, alors on arrive aux guérisons dites inexpliquées et miraculeuses. Et évidemment, on ne pouvait pas... Parce que ça, c'est un sujet, alors là, c'est un gros sujet dans votre livre et vous en parlez longuement. Alors évidemment, Lourdes. Et curieusement, et vous en parlez, curieusement, ça on le sait, hein, la religion catholique a reconnu très peu, je crois qu'il y en a 70 ou 75, je ne sais plus Ouais. combien, mais sur je sais pas, des centaines et des centaines Mhm. comment dire, de guérisons inexpliquées ou miraculeuses, quel que soit le nom. Alors, inexpliquées pour la science et miraculeuses pour bon, le christianisme, on va dire. Alors, Lourdes, l'épiscopat, enfin les évêques et tout le bazar, ils en ont reconnu seulement que 70 ou 75. Hein? Alors, Oui, il y a moins de expliquez-nous 80, comment ça se ouais. passe, toutes ces guérisons inexpliquées. Il y a moins de 80 Ouais, miracles de Lourdes, guérisons miraculeuses de Lourdes qui ont été reconnues effectivement sur des centaines de guérisons chaque année en fait, hein, parce ouais. qu'aujourd'hui, en plus, les critères ont été durcis au fil des ans. Il y a un bureau médical à Lourdes, il y a toute une commission médicale, donc avec des médecins qui siègent là-dedans. Des ecclésiastiques forcément. La notion de guérison doit être attestée par tout un tas de critères extrêmement Oui, c'est lourd, rigoureux. hein, c'est lourd. Hein. Voilà, c'est une procédure qui est longue. Il faut que la personne soit guérie de manière brutale et définitive, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de rechute dans les mois qui suivent. Donc ça prend du temps pour évaluer qu'effectivement il y a pas rechute, que la pathologie a vraiment disparu sans explication possible. Il ne faut pas qu'il y ait eu de traitement non plus auquel on puisse imputer la guérison. Donc c'est de plus en plus difficile aujourd'hui parce que dans toutes les pathologies, quasiment, on a quand même des traitements, même si c'est que des traitements symptomatiques, hein, c'est-à-dire qui traitent le symptôme et pas la cause. Il y a quand même des traitements aujourd'hui quasiment pour toutes les conditions, ou presque. Donc c'est Ouais. très difficile d'avoir une condition dans laquelle la personne n'a reçu aucun traitement finalement, et donc on impute forcément sa guérison aux prières ou à son pèlerinage à Lourdes. Donc les conditions se sont durcies au fil des ans, des décennies.
Et là, le caractère miraculeux de la guérison, il n'est donné en dernier recours que par l'évêque du Oui, lieu de naissance de la oui, personne, hein. Donc on peut dire qu'effectivement, c'est quelques dizaines de guérisons qui ont été reconnues comme miraculeuses. Euh, pour le coup, elles sont vraiment inexplicables, en tout cas en l'état actuel des connaissances de la science. Ça, c'est évident, parce que en plus, ça doit être des maladies qui sont réputées justement incurables euh, en l'état des connaissances. Donc, s'il y a eu des traitements, on va dire que ce traitement a agi, on ne sait pas comment, mais c'est quand même le traitement qui a agi. Mais a priori, c'était même pas des traitements qui étaient censés guérir les personnes. Donc, et puis, il y a des cas hors contexte lourd aussi, des cas de guérison miraculeux, enfin extraordinaires, non inexpliqués, comme le cas de la sœur Marie Simon-Pierre, par exemple, qui a guéri d'un Parkinson, alors que justement, dans les oui. guérisons de Lourdes, il n'y a aucune maladie neurologique, neurodégénérative, il n'y a pas eu de guérison de Parkinson, d'Alzheimer, ce genre de choses. Euh, son cas à elle, ça a fait partie des éléments qui ont permis à la canonisation du pape Jean-Paul II, me semble-t-il, parce qu'elle avait prié Jean-Paul II, et donc elle fait partie des personnes qui ont été guéries potentiellement, enfin possiblement par l'entremise de l'esprit Du pape, oui, du pape. Voilà, donc il y a plein de guérisons aussi dans des contextes religieux, mais hors Lourdes. oui. Mais Lourdes, effectivement, c'est là où l'investigation est la plus poussée, hein, et vraiment avec une enquête qui dure des mois et des mois, et des rapports qui sont produits. Et l'Église s'est méfiée de ça parce qu'effectivement, l'Église voulait pas qu'on reconnaisse des miracles à tour de bras, parce C'est qu'il ça, y a cette idée dans le catholicisme qu'on doit croire sans avoir vu. Je crois qu'il y a cette phrase dans la Bible, heureux celui qui croit sans avoir vu. c'est ça, oui. Donc, on veut pas que les gens euh, ne croient que parce qu'ils justement assistent à des miracles, des apparitions de la Vierge ou ce genre de choses. Donc l'Église était très très méfiante, très réticente à valider des miracles, hein, mais que ce soit les apparitions mariales, c'est pareil, hein, les apparitions de la Vierge, comme c'est comme les miracles de Lourdes, il y en a très peu qui sont reconnus comme étant valides. Donc tout ça c'est compliqué, hein, parce que l'Église aussi a tendance à qualifier de diabolique toute intervention qui n'est pas directement liée à Jésus, Marie ou Dieu lui-même, hein. Donc les guérisseurs, les magnétiseurs, les rebouteux, tous ces gens-là, c'est des gens dont l'Église se méfie beaucoup, d'une manière en tant qu'institution en tout Oui. cas, et qui rapproche ces pratiques-là de la sorcellerie finalement. Donc c'est assez c'est extrêmement difficile d'avoir voilà, des validations de la part d'une instance comme l'Église catholique, hein. Donc c'est intéressant de voir que oui, il y a des guérisons qui surviennent dans ces contextes-là. Moi, ce qui me frappe dans les guérisons de Lourdes, c'est que souvent la personne dit qu'en fait, elle allait à Lourdes prier pour les autres et non pas pour elle-même. Et beaucoup de ces gens qui ont été reconnus donc comme guéris de manière miraculeuse à Lourdes, en fait, ce n'étaient pas des gens qui allaient chercher Pour la eux. guérison pour eux-mêmes, mais qui allaient la demander pour les autres, donc dans une démarche complètement désintéressée, altruiste, etc. Et finalement, c'est sur eux la, que la lumière Est euh, tombé. est tombée. Donc c'est assez fascinant de voir ça, parce que c'est touchant aussi. Des Oui. gens qui étaient dans des états très très dégradés, hein, et qui vont quand même là-bas pour prier pour les autres. On se dit, oui, quand même dans cette tradition religieuse, il y a quand même quelque chose de très fort, de très puissant, quoi. C'est touchant. Oui, alors par rapport aux guérisons miraculeuses et inexpliquées, vous en parlez longuement, mais là il y a un côté que on n'a pas abordé, que j'aimerais aborder avec vous si vous avez encore un peu de temps, c'est que il n'y a pas que des guérisons miraculeuses, il y a des êtres humains. Là, on parle de conscience, la conscience des plantes. Là, bon, moi j'en avais entendu parler, j'avais lu sur ça. Celui qui a tout à fait par hasard découvert que les plantes avaient une entre guillemets, hein, on va dire, une conscience, c'est il allait brûler comment dire, des feuilles, hein, Mhm. des feuilles d'une plante, et la plante, elle l'a senti, il a ressenti avec son, alors je sais plus un appareil qu'il avait, que la plante, c'est comme si la plante, elle pleurait hein, par anticipation quelque part. Bah oui, ce sont les recherches. Alors,
Cliff Baxter, je crois qu'il s'appelle, qui ont Oui, donné naissance à ce qu'on appelle les détecteurs de mensonges, en fait, hein. oui, La technologie qu'il avait utilisée a donné naissance à ça. Donc, bah oui, ce qu'il a fait, là aussi, c'est une découverte par hasard, pour le coup. C'est ce qu'on appelle la sérendipité, hein, Cliff Baxter. Donc, en 48, là, je retrouve mon paragraphe. Il a été engagé en 48 par la CIA comme un spécialiste de l'hypnose et du polygraphe. Et quand il arrose, à un moment donné, il arrose une de ses plantes et il lui vient l'idée donc d'enregistrer l'activité électrique d'une des feuilles. Et c'est là, avec cet appareillage-là, qu'il s'est aperçu que son intention à l'égard de la plante modifiait l'activité électrique donc enregistrée au niveau de la feuille. Et donc, comme si la plante avait peur, elle réagissait à son intention, effectivement, de le couper la feuille, de brûler la feuille ou de faire des différentes choses comme ça. Et, euh, et ça a été aussi montré grâce à ces outils-là, de manière là aussi sérieuse, rigoureuse, etc. Et ce qu'il a fait, c'est simplement mettre en évidence justement ce que nous disent les chamans du monde entier depuis toujours, à oui, savoir que les plantes ont un esprit. Là, dans leur vision à eux, oui, c'est un esprit, et que cet esprit est capable d'interagir avec nous, de communiquer, de dialoguer avec nous. On peut aller jusqu'à parler du phénomène de la main verte, oui, qui est connu aujourd'hui chez nous, mais on va pas tellement plus loin que ça chez nous en Occident, au-delà de cette notion de main verte, de reconnaître que certains ont la main verte plus que d'autres. Mais en tout cas, les expériences de Cliff Baxter ont montré que les plantes avaient une sensibilité. Et on peut aussi faire le parallèle avec l'effet que certaines plantes ont sur la psyché humaine, notamment les effets psychédéliques. Toutes les plantes utilisées oui, dans les contextes justement chamaniques, dans des contextes d'expérience, d'état modifié de conscience, euh, euh, à des fins de guérison ou à des fins d'exploration, etc. Si les plantes sont capables d'interagir avec notre psyché, c'est justement qu'elles aussi, elles ont un esprit, une ah conscience. oui. Donc c'est assez fascinant de voir que ça a pu être montré, oui, à cet outil-là qui consistait simplement à mesurer l'activité électrique des plantes. Et aujourd'hui, on a des gens qui font chanter les plantes, on a des gens qui mettent des appareils sur les plantes, qui branchent des électrodes sur les plantes d'une certaine manière et qui en sortent, grâce à certains outils, carrément une mélodie, quoi, un chant. Oui, j'ai C'est jamais assez, entendu, mais j'ai ouais, entendu c'est que ça existait. assez fascinant, quoi. Donc, il se passe C'est- des choses au-delà de du visible. C'est clair qu'il y a quelque chose dans la plante qui dépasse simplement ce qu'on peut en voir, quoi. Alors, par rapport aux guérisons aussi, où il a expliqué, est-ce que la cellule a une conscience? Les cellules. La cellule, parce qu'il y a une expérience dont vous parlez avec les globules rouges, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut, par rapport aux défenses immunitaires, ça j'ai trouvé que c'était vraiment très très intéressant, ça peut être la médecine du futur, où on peut agir sur nos globules, euh, nos défenses immunitaires. Et là, à un moment donné, vous dites, est-ce que dans le livre, vous en parlez, est-ce que la cellule a une conscience? Alors, est-ce qu'elle a une conscience? Ben oui, on pourrait peut-être penser que Oui, tout a oui, une alors conscience. je crois que c'est Antoine qui a écrit Oui, cette partie-là, mais ouais, effectivement, ça amène à se poser la question, est-ce qu'il y a une conscience au niveau de la cellule elle-même? Ouais, on peut en tout cas faire cette hypothèse-là, puisque, encore une fois, certaines intentions permettent d'agir effectivement sur les globules rouges, sur les cellules, certaines cellules, sur les cellules immunitaires, sur la production de cellules immunitaires qui vont permettre d'accélérer une guérison, etc. Donc, il y a une interaction qui se joue, en tout cas, entre là aussi l'intention, la conscience et le corps, qui semble effectif, quoi, fonctionner. efficace, hein. On peut Oui. objectivable, on peut dire. Voilà, objectivable. Alors pour terminer, j'ai une phrase que j'ai relevée, on va terminer là-dessus, c'est ce que j'ai lu dans votre livre, chaque individu à travers ses attitudes, ses intentions, ses expériences émotionnelles affecte le champ collectif de conscience, ce qui se répercute dans la matière. Je voudrais terminer là-dessus parce que chacun, on a une position par nos pensées, par nos actions. Effectivement, on peut influencer tout le champ, tout ce qui est autour de nous.
Bah oui, si notre pensée, notre psyché a un effet sur la matière, dans certaines circonstances, on peut considérer que c'est le cas dans toutes circonstances. Donc ça agit sur notre santé, sur notre corps, sur l'état de notre corps. Et ça agit, ça a des répercussions, peut-être avec un effet un peu décroissant, mais tout autour de nous, on peut dire que ça agit à l'échelle de l'univers, même si peut-être l'influence va en s'atténuant avec la distance et avec le temps, peut-être. En tout cas, c'est pas anodin, effectivement, d'avoir certaines pensées et d'avoir un certain regard sur le monde et un certain regard sur notre position, notre situation d'être incarné dans le monde, hein, et donc il faut faire attention à ses pensées, bien Oui, sûr. voilà. Il s'agit, c'est pas, et puis des choses très banales comme ce qu'on appelle la méthode Coué ou ce genre de choses viennent de là. En fait, tout ça, ça repose là-dessus. La loi d'attraction dont on avait parlé Oui, aussi, je crois, voilà. ensemble, Oui. c'est tout ça, ça procède de la même chose. C'est le même domaine, quoi. Donc oui, on doit faire attention à la façon dont on regarde le monde autour de nous, la façon dont on se considère en tant qu'être incarné dans la matière, parce que si on est là, c'est pas pour rien. Euh, on n'est pas juste un pur esprit, on est aussi un corps. Donc il faut pas négliger ça. Il y a une période dans l'histoire religieuse où justement le corps était mauvais, le corps était à rejeter, la matière était mauvaise. C'est certains courants, par exemple gnostiques, hein, qui voyaient les choses comme ça. Le monde matériel est mauvais, le corps est mauvais. Aujourd'hui, on doit dépasser ça et reconnaître que tout ce qui fait notre réalité est important et a sa raison d'être, en fait. Si nous avons un corps, c'est qu'il y a une bonne raison. Si nous avons un esprit, un ego aussi, c'est que ça a un rôle. Toutes ces Oui. choses-là ont un rôle. Donc, rejeter le corps, rejeter l'ego, rejeter le mental, pour moi, tout ça, ce sont des erreurs, en fait. Il faut intégrer tout ça, il faut accepter tout ça, il faut accepter l'entièreté, en fait, de ce qui fait l'être et considérer qu'effectivement, nous sommes dans la nature, mais nous sommes de la nature aussi. On provient, on émerge de la nature, on est constitué voilà, d'atomes qui proviennent des étoiles, qui ont été, tous nos atomes qui nous constituent ont été conçus dans des étoiles il y a très très longtemps. Donc on fait complètement partie de ce tissu-là De tout. et on est complètement interreliés, hein. C'est ce dont on parle dans notre livre avec Romuald Le Terry qui s'appelle Tout est relié. Tout est relié, oui. Et du coup, la façon dont on se perçoit soi-même et dont on regarde le monde autour de soi et les autres, les personnes qui nous entourent, les êtres vivants, etc., influent sur notre bien-être, notre état de santé certainement aussi. Même si ça peut pas se réduire à ça, il y a aussi des polluants objectifs, hein, je veux dire, la Mm. pollution de l'air, etc., ça rend malade, ça s'est montré. Mais bon, il y a une reconnaissance de ça à travers, par exemple, l'effet du stress sur certaines pathologies, sur l'oxydation ou sur l'inflammation des tissus. Ça a été objectivé, y compris par la médecine la plus matérialiste qui soit. Donc on va vers une reconnaissance globale de cette interaction esprit-matière, en fait. Oui. Alors, pour terminer, alors bon, vous voyez, c'est pas très joli, mais tout ça, c'est pour vous dire que j'en ai bien lu. Je l'ai dévoré. Comment l'esprit agit sur la matière, psychokinèse et guérison inexpliquée aux éditions Très Daniel. Eh bien, écoutez, Jocelyn, j'ai été ravie. J'aurais voulu parler encore de plein de choses, mais bon, il faut lire le livre. Vraiment, je vous conseille. C'est un livre absolument, mais extraordinaire, extraordinaire, plaisant. Comme j'ai dit, la lecture est très facile. Il est à la portée de tous. Ça, c'est important que tout le monde puisse prendre connaissance de tout ce qui se passe autour de nous et qu'effectivement, on agit, notre esprit agit sur la matière. J'en suis la preuve, hein, j'en ai parlé, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Je vous remercie infiniment. Alors, est-ce qu'il va y avoir une suite? Est-ce que vous pensez Alors, écrire une suite avec je Antoine? sais pas, on n'en a pas parlé, mais pourquoi pas, hein. Je précise que dans le livre, on rentre pas dans les spéculations philosophiques Non, trop complexes là qu'on a effleurées ici, là, dans la discussion, parce que justement, on voulait faire un livre facile d'accès, lisible par tous, et on renvoie à d'autres livres, d'autres travaux voilà. pour ceux qui veulent rentrer dans les spéculations philosophiques, la physique quantique, etc. Moi, je l'ai fait aussi dans d'autres livres. Donc là, c'est un livre effectivement qui montre surtout toutes sortes de contextes
dans lesquels on peut parler de l'action de l'esprit sur la matière, l'interaction entre esprit et matière. Mais pour ceux qui veulent des explications, une théorie ou un modèle, ils vont pas le trouver dans ce livre-là, même si on évoque bien sûr les pistes de réflexion Oui, qui voilà, vont dans oui, ce sens. voilà. C'est un livre vraiment, là, moi j'aimerais bien qu'il y ait une suite. Je ne sais pas, mais parce que je trouve que... Alors, il faudra qu'on en parle parce que je ne sais pas ce qu'on peut dire encore de Ah, plus bah sur autre chose. sans justement aller dans les explications proprement dites, quoi. Mais peut-être sur autre chose, sur autre chose. Lui, il est bien, il a fini par l'esprit, hein, Antoine Sénanque, puisque l'esprit, le cerveau l'a beaucoup déçu, mais l'esprit non. Donc là, il reprend comment l'esprit Ça, agit c'est sur le la titre matière. de son livre Oui, précédent. Ouais. précédent. J'en avais parlé ici aussi sur le blog. Mais bon, bah, peut-être la matière. Il aime bien rebondir sur son dernier, je ne sais pas. Psychokinèse et guérison inexpliquée. Peut-être vous pouvez rebondir sur les guérisons inexpliquées, je ne sais pas. Il aime bien rebondir sur le dernier truc qu'il a écrit. Bon, bien écoutez, je vous remercie infiniment. Jocelyn, je sais que vous préparez encore un autre livre, donc je suis là. Et puis, je serais très contente de vous interviewer sur un autre de vos défis hein, que vous avez lancé il y a quelque temps, c'est-à-dire la revue native, qui est consacrée au peuple premier. Juste un mot, il sort combien de fois par an votre revue, elle sort combien de fois? Alors, la revue native, elle est trimestrielle. C'est une revue qui fait 130 pages, quasiment sans publicité. Donc, on a beaucoup d'articles sur les peuples racines du monde entier et donc leur, euh, leur actualité, leurs défis, leurs combats, leur spiritualité, leur rapport à la nature, l'écologie. Chez eux, c'est pas juste un mot, quoi. C'est une Oui. réalité. Donc, il y a toujours plein de choses à dire sur plein de peuples. Ça représente quand même près de 500 millions de personnes dans le monde. On a du mal à se rendre compte de ça. Et la revue sort tous les 3 mois, sauf exception pour ce début enfin cette fin d'année 2024. En fait, on va sortir un numéro double en décembre. Fin novembre, début décembre, on va sortir un numéro double qui va faire là 240 pages et qui va être consacré à une exposition que l'on parraine, que l'on monte avec Franck Desplanques, qui est rédacteur en chef de l'émission Rendez-vous Inter Inconnu, et qui Oui. donc, pour préparer toutes ces émissions, ça fait 20 ans que l'émission existe, Rendez-vous Inter Inconnu, eh bien, a voyagé dans le monde entier auprès de plein de peuples premiers, plein de communautés, et a fait à chaque fois des reportages photos extraordinaires, et on fait une expo dont le magazine là va être le catalogue en fait. Le prochain D'accord. numéro du magazine va être le catalogue de l'expo et on va avoir plein de témoins dedans qui vont nous parler de leur expérience dans l'émission. Des gens comme Thomas Pesquet, par exemple, qui était allé voir les Kogi en Colombie, et puis le créateur de l'émission, Frédéric Lopez, il va témoigner aussi. Et puis des experts, des ethnos et anthropologues qui vont nous parler de ces peuples-là, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, etc. Donc ça va être un numéro assez extraordinaire, qui est en promotion d'ailleurs sur notre site, si vous voulez le commander avant Bon, eh bien, la écoutez, fin du mois. je vais mettre tout ça dans mon article pour que on puisse alors voir tous les livres. Moi, je vais mettre tous les liens des interviews, des entretiens qu'on a eus ensemble, et puis vos livres. Et je vous dis eh bien, à la prochaine fois avec beaucoup de plaisir. Avec grand plaisir, Sylviane. Je précise que la revue n'est pas en kiosque et qu'elle est disponible à partir de notre site internet. Ah, seulement Voilà, au voilà. numéro ou à l'abonnement, D'accord, sur abonnement, d'accord, mais que à partir de ce numéro spécial, on sera diffusé en librairie. Donc on pourra trouver d'accord. Ah, en la revue librairie. en Ah, oui, librairie. d'accord, d'accord. Bon, Voilà, eh merci, ben, très merci très infiniment. bientôt pour une interview sur Revue Native. Avec grand plaisir, Eh ben Sylviane. voilà, je vous remercie et puis je vous dis à très très bientôt. Encore une fois, Merci, bravo pour le livre. merci, au revoir.